21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre saga panafricaine, comme vous en avez l'habitude chaque lundi lorsqu'il est justement 21h à Yaoundé. Et ce soir, nous gardons les projecteurs braqués sur le Cameroun avec cette élection présidentielle qui n'en finit plus de faire réagir. Nos projecteurs restent braqués justement sur ce discours d'investiture du président Paul Biya qui justement annonce une réforme, annonce même des réformes au sein des institutions camerounaises. On va en parler en formule grandeur nature ce soir. On va s'interroger sur justement quelles sont ces institutions qui devraient bénéficier de réformes. Quels sont les axes sur lesquels on devrait s'appesantir eu égard justement aux orientations présidentielles, puisque vous le savez, le président s'est justement prononcé sur un certain nombre de cas. On va y revenir, je l'ai dit, en formule grandeur nature. Et ce soir, justement, pour revenir sur ces annonces présidentielles, je ne serai pas seul, vous en avez coutume. Nous sommes accompagnés à chaque fois que nous sommes sur ces estrades par justement des enseignants, des économistes, des chercheurs. Et le tout premier que je m'en vais porter à votre connaissance est justement habitué et habituel de ce plateau. Il nous accompagne à longueur de parution, à longueur de communication, à longueur de publication. Aussi, Timothée Somba, vous êtes sur Ouro Africa, vous êtes chez vous. Bien le bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Mes vœux de fraternité chaleureusement exprimés à mes copanélistes dont j'ai le bonheur de retrouver. Permettez-moi de faire une vraiment légère mise au point. Oui. En marchant dans la rue, j'ai reçu d'une part des félicitations de certains Camerounais pour le travail que nous faisons à Ouro Africa et d'autre part les colibets d'autres Camerounais. Ce que j'ai constaté, c'est que les félicitations venaient d'une sphère anthropologique et les colibets venaient d'une autre sphère anthropologique. J'aimerais donc leur dire que mes prises de position et mes analyses sur les plateaux, notamment le plateau de Ouro Africa, n'ont pas vocation à diviser les Camerounais entre eux. Mes prises de position, notamment en matière économique, sont des prises de position de lutte contre les cartels, contre la cartélisation de l'économie et la cartélisation des activités. Oui. Parce que j'observe en cela une faillite de la régulation étatique. Le Cameroun est une mosaïque de micronations. C'est donc à l'État qui a décidé que nous soyons dans une république après l'importation, par le phénomène de l'importation occidentale, de veiller à ce que chaque micronation ne voit pas la République comme l'outil qui marque son extinction. Ça veut dire quoi? Si on observe que tous les soudeurs de Yaoundé sont originaires, je vais prendre du lac Tchad, l'État doit se rassurer que le fait que tous les soudeurs soient originaires du lac Tchad est peut-être lié au fait que eux ils aiment la soudure et que ceux qui sont originaires du bassin du Congo n'aiment pas la soudure. Mais on doit aller vérifier que le fait qu'une anthropologie gère tout un secteur d'activité n'est pas lié à des pratiques discriminatoires contre les autres. Si on prend
le cas de l'armée, on se rend compte que la plupart des fonctionnaires de l'armée sont originaires du lac Tchad. On doit aller savoir, est-ce que lors du recrutement, il n'y a pas une volonté d'empêcher aux autres communautés d'être recrutées dans l'armée. C'est ce phénomène que je fustige, le phénomène qu'on ait l'impression que certains pans de l'activité économique sont embrigadés par certaines aires géographiques, qui en réalité ne sont pas des aires géographiques, mais des cartels familiaux. Le fait que ce soit des petites familles qui gèrent certaines activités peut donner l'impression que c'est des communautés qui gèrent, alors que ce ne sont pas des communautés et que c'est un déficit de régulation de l'État. Donc je m'irais à l'endroit des deux communautés, ceux qui m'ont lancé des colibets et ceux qui me félicitent, leur dire que je ne suis pas l'apôtre des hégémonismes communautaires. Je suis pour que tous les Camerounais sentent qu'ils ont leur place au Cameroun. Merci Timothée Essomba, preuve que nous sommes suivis chaque fois que vous prenez la parole en tant qu'expert sur ce plateau, autre expert, autre domaine des sciences. François Bikoro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir surtout à vous nombreux téléspectateurs qui commencent à s'habituer à ce rendez-vous qui est en fait un lieu de formatation de la masse critique populaire et politique de notre pays. Nous sommes quelques jours après la prestation de serment. L'activité politique, comment est-ce que vous la trouvez? Elle baisse en température ou alors certains fourbissent des armes et attendent le bon moment pour y jaillir? Non, il faut d'abord dire que l'année 2025 a lancé une série de rendez-vous entre les Camerounais et leur population. Oui. Parce que ce que les gens ne savent pas, parce que d'autres étaient distraits, c'est que dès le 30 novembre, il y a une autre activité politique majeure qui va avoir lieu dans notre pays, à savoir l'élection des intermédiaires entre les communautés dont faisait allusion tout à l'heure mon cher fils et l'État du Cameroun, le conseiller régional et au contingent entre ces communautés établies de façon séculaire ancestrale. Cette élection, on a l'impression qu'elle ne charrie pas beaucoup de tensions, peut-être parce que le corps électoral est connu. Non, elle n'a pas encore eu lieu. Elle aura lieu. Les tensions, comme on l'oublie souvent, doivent être des tensions saines, à savoir que les gens se mettent en émulation pour quérir l'ascension de la population, du citoyen électeur. Mais le fait est que certains vous ont appris que la seule élection qui vaille dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. J'irai même plus loin, la seule volonté d'enlever un individu au lieu d'améliorer le système qui est mis en place. On vous a dit que le président de la République doit donner à manger et à boire à tout le monde, oubliant qu'il y a des gens qui sont à l'intermédiaire qui doivent permettre à ce que tout le monde soit à l'aise. On a toujours oublié que la population, les médias, les acteurs politiques, les acteurs sociétaux qu'on appelle société civile, sont un peu comme dans une voiture. Il y a le motorboy, il y a le chauffeur, et il y a ceux qui paient leur ticket pour permettre au chauffeur et au motorboy de bien vivre. Mais ils oublient aussi qu'il y a le carburant, il y a le mécanicien, il y a la route elle-même. Tout ceci rentre en jeu. Moi, je crois que ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les gens étant focalisés sur l'élection du président de la République, ils ont oublié que l'ensemble des colibés que l'on lance à la gouvernance nationale peuvent être gérés de façon consensuelle et même en résumé par la possibilité donnée à chacun des citoyens de participer à la gestion de son pays. Merci. Dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale. C'est dommage que certains nous aient donné l'impression que ça ne doit changer rien qu'au niveau de la tête de la présidente de la République. Et ils seront encore surpris, c'est eux qui vous ont mis en distraction inutile. Parce que ces élections avaient été programmées tant au plan de la Constitution qu'au plan réglementaire. Et après l'élection régionale, il y aura l'élection des conseillers municipaux, il y aura l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Or, ces gens-là, mis ensemble et avec une certaine attractivité, peuvent régler, grosso modo, tous les problèmes dont les gens croient qu'on a aujourd'hui. Je prends comme ça un exemple. Si l'un de ces candidats, ou les 83 qui sont allés se promener à l'élection Cameroun, peuvent être demain conseillers municipaux, pour ne pas dire même exécutifs d'un conseil municipal, peuvent être conseillers régionaux ou exécutifs d'un conseil régional, peuvent être députés. Les problèmes de mandat impératif, code électoral, gestion parcimonieuse de l'État, pourront donc régler dans une saine émulation des gens qui sont ensemble émus par un seul Merci. Rendre notre pays en vie. Merci, Patriarche.
vous avez vu nous projeter déjà vers justement les conseillers régionaux, l'élection inhérente à ces justement acteurs sociétaux et même du côté de la législative. Nous y serons, mais pour l'instant, nous on fait justement la lecture, le décryptage de la communication présidentielle lors de la cérémonie d'investiture. Avec vous, Julien Onguéné, ce n'est plus un secret, les questions économiques sont votre dada, vous y excellez, vous êtes parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos milliards de téléspectateurs, toujours honorés d'être des vôtres et surtout de partager le plateau avec un aîné, un parent comme François Bikoro. Donc j'ai apprécié les paroles, je me souviens dans les années, j'étais encore tout petit, il y avait une émission là, il avait un discours un peu très panafricaniste, c'était Afrique Média je crois. Tout à fait. C'est là où je l'ai connu. Ça a changé? Bon, je crois qu'il est constant dans son discours. C'est ce qui justifie sa présence sur ce plateau. Merci Julien Onguéné. Je termine l'exercice avec un autre acteur, lui de la société civile, Dr Jean de Dieu Evuna est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir vos milliards de téléspectateurs. Mon regard est focalisé aujourd'hui au niveau de ce, comme l'a dit Timothée, sur la caractérisation de l'économie. Oui. Parce que au regard de ce qui se passe, j'interpelle l'organe de régulation du commerce dans notre pays à cause de des spéculations dans le domaine du gaz domestique. Il n'y en a véritablement pas. Aujourd'hui, c'est rarissime au niveau de la capitale et même... Malgré toutes les communications du ministre du Commerce qui justement régule ce secteur. Il ne s'agit pas de se limiter à la communication, il s'agit de démanteler ces cartels qui créent la spéculation pour rendre le produit rare au niveau du marché. Et voyez-vous, quand les familles ne peuvent pas chauffer le thé au doyen, quand la maman qui nous regarde certainement ne peut pas chauffer le thé au doyen le matin, ça pose un sérieux problème. Alors j'interpelle en tant qu'acteur de la société civile et président de l'organisme africain de développement des familles, l'organe de régulation du commerce, d'aller sur le terrain. Il les connaît, il sait qui contrôle quoi dans le domaine du gaz domestique. Parce que s'il n'y a pas de gaz domestique, il n'y a pas de feu. Aucune marmite ne peut chauffer. Et je profite de Ouro Africa pour dire vraiment, il faut intervenir. Parce que je crois que c'est quelque chose de penser, d'organiser et de planifier pour créer davantage cette pénurie et provoquer à la longue les soucis au niveau des familles qui vont affecter le fonctionnement de l'État. Merci Jean de Dieu Evuna. On peut être rassuré que le ministre du Commerce, Baragatana, fera ce qu'il faut, comme de coutume, pour justement réguler ces secteurs-là. C'est vrai qu'on a vu des files d'attente assez considérables. On sait la promptitude qui est celle justement de cet acteur gouvernemental dans sa capacité justement à régler justement tout ce qui peut arriver de ce côté-là. On sort des questions de famille pour entrer sur ce qui interpelle véritablement nos réflexions de ce soir-là. On parle ce soir justement de ces réformes que le président de la République initie et annonce lors de son discours d'investiture. Alors Timothée Somba, nous avons suivi de façon attentive le numéro 1 camerounais. On l'a vu se prononcer sur divers aspects, mais c'est la question des réformes institutionnelles qui marque et interpelle nos réflexions ce soir. Alors, lorsque vous observez la cartographie des institutions au Cameroun, quelles sont celles qui, parmi vous, pourraient être sujettes ou alors pourraient être dans le viseur du numéro 1 camerounais lorsque vous observez le fonctionnement et certainement aussi le déploiement des acteurs au quotidien? Merci pour cette question, mon cher Stéphane. Bon, j'aimerais à ce niveau observer quelque chose. C'est que l'idée des réformes a été précédée par les questions, la fleur faite aux jeunes et aux femmes. Ceci peut donc me laisser croire que la première réforme sera forcément une réforme législative. Oui. Peut-être l'adoption de la parité, soit 50-50 hommes-femmes
de sorte que sur les 25 000 postes de décision que compte le Cameroun, on décide que 12 500 postes reviendront désormais aux femmes, 12 500 aux hommes. Et dans les deux catégories de 12 500, on donne peut-être 30% ou 40% aux jeunes, en tenant compte peut-être de la définition de jeunes selon les critères de l'UNESCO, qui estime qu'on est jeune jusqu'à 35 ans. Surtout qu'aujourd'hui, à 35 ans, on est véritablement apte à diriger, à prendre des décisions, même au niveau politique. Donc, je pense que la première réforme pourrait être l'introduction d'une loi comme ça sur les questions de parité. Maintenant, du point de vue purement institutionnel au sens d'organe de gestion de l'État, si on s'en tient à la définition de Maurice Duverger, on peut supputer l'extinction de certains goulots d'étranglement. Oui. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a une institution qui, à mon sens, déresponsabilise les ministères et les ministres et donne l'impression que ça prend plus de temps au niveau des marchés publics. Voyez-vous, le ministre est défini comme étant le chef d'un département ministériel. Tout à fait. Mais on lui impose une commission de passation des marchés qu'il ne contrôle pas et qui, elle, est chapeautée par un autre ministère que l'on appelle le ministère des marchés publics. Comment vous êtes un ministre? Quelle autorité aurez-vous sur un prestataire que vous ne contrôlez pas? Sur un prestataire qui sait qu'il ne tient pas son marché de votre fait. Mais après, vous êtes appelé à aller contrôler l'exécution des travaux du dit prestataire sur le terrain. Donc, je fais partie des Camerounais qui pensent que le ministère des marchés publics, pour moi, est un ministère de trop. Qu'on donne la responsabilité à chaque gestionnaire de crédit de pouvoir répondre. Oui. Et la CNPS aujourd'hui, dont on se gargarise des résultats, est sortie de ce système grâce à la conférence CIPRES, qui voudrait que toutes les structures de gestion de sécurité sociale ne soient plus sous le joug des ministères des Finances des États. Lorsque vous êtes directeur de la CNPS, directeur général de la CNPS aujourd'hui, c'est vous qui nommez votre comptable. C'est vous qui nommez toute la chaîne de la gestion financière. C'est de grandes responsabilités aussi en termes de gouvernance. Est-ce que dans un État, au-dessus des ministres, il y a autre chose? Le seul poste qu'il y a au-dessus d'un ministre, c'est le président de la République. Et c'est une seule fonction. Si vous estimez que des gens sont des ministres et ne peuvent pas prendre des décisions, vous leur donnez donc la possibilité, après être sorti du gouvernement, de dire qu'on était ministre, mais on ne décidait de Lorsque rien. vous évoquez les questions de tribalisme qui sont réelles, de népotisme, de corruption, de favoritisme, un pouvoir aussi puissant entre les mains d'un chef de département ministériel, cela ne fait-il pas peur, Timothée Somba? C'est donc là que le CONSUP, que l'organe de régulation intervient. Je parle là sous le contrôle d'un économiste. La puissance d'un État libéral, parce que nous sommes dans le libéralisme communautaire, repose davantage sur l'hyperpuissance du régulateur. Si on a des régulateurs faibles, on aura un modèle économique paresseux. Il faut des régulateurs puissants. L'État doit davantage investir sur la régulation pour éviter les dérives, mais responsabiliser les gens de sorte qu'ils puissent répondre de leurs actes en cas de pépin. Or, aujourd'hui, on observe qu'il y a comme ça des goulots d'étranglement. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau du contrôle de la constitutionnalité des lois. Un célèbre professeur dont je vais taire le nom écume les plateaux télé en estimant que certains dirigeants sociaux ont déjà dépassé le mandat à la tête de leur structure, oui, et qu'il faille les enlever. Mais j'ai envie de renvoyer mon professeur à aller lire l'article 10 de la Constitution du Cameroun, qui n'a mis aucune condition au pouvoir de nomination du président de la République. Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. On n'a pas dit selon les formes définies par la loi. Ça veut dire que ceux qui sont allés fabriquer cette loi pour limiter les mandats des directeurs généraux et des PCA, qui relèvent de la nomination du président de la République, se sont mis
en porte-à-faux avec la Constitution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous vous dites qu'il faut enlever un DG parce qu'il a déjà fait 3 mandats, plus haut quelque part, on vous retorque, le chef de l'État légalise ou applique la Constitution. Est-ce que la Constitution a dit qu'il nomme pour un mandat pendant 30 ans alors? La question de qui t'a fait durer n'est pas un problème. Ce qu'on veut, c'est l'efficacité. Oui. Vous m'obligez à revenir sur la CNPS. On s'en vante. C'est quasiment le modèle de société au Cameroun. Est-ce qu'il est là depuis 3 jours? Parce qu'en réalité, pour bâtir de vrais projets, il faut avoir du temps. Et on a ce problème aujourd'hui avec la faiblesse de nos communes. Je vais le dire parce que c'est des témoignages de terrain. Les lois de 2017 sur les entreprises et les établissements publics de juillet 2017 permettent aux communes d'agir comme une personne privée et comme une personne publique. Mais quelle commune au Cameroun a créé un collège? Quelle commune a créé une microfinance? Quelle commune a construit un hôtel? Quelle commune a une agence de transport communal? Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Quand vous échangez, quelqu'un vous dit « je suis élu pour 5 ans ». Si je me lance dans les projets à long terme, je ne suis pas sûr qu'à leur aboutissement, je serai encore maire. Vous voyez les problèmes. Donc vos affaires de durer, ne pas durer, ça importe peu. Merci. Moi, je pense qu'il faut donner des mandats suffisamment étoffés aux gens avec des feuilles de route. Et mettre un régulateur fort qui se rassure qu'au bout de 2 ans, 3 ans, vous respectez la feuille de route. Si vous ne respectez pas la feuille de route, on vous déchoit. Merci Timothée Somba. François Bikoro, autre aspect, autre sphère, la sphère politique, justement, lorsque le président évoque des réformes institutionnelles, beaucoup supputent déjà sur l'éventualité d'un poste de vice-président, peut-être une rotation au niveau des grandes institutions. On parle du Sénat, on parle de l'Assemblée nationale, on parle du Conseil économique et social. De ce côté-là, on espère faire bouger les lignes. Comment est-ce que vous avez perçu cette ambition de réforme institutionnelle de la part du chef de l'État lorsque l'on s'interroge, lorsqu'on braque le projecteur sur les aspects politiques? Je voudrais d'abord vous rappeler que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a eu lieu dans un environnement sécuritaire plus ou moins stable. Donc le premier chantier du chef de l'État est de renforcer cette confiance qui a déjà été établie entre la population et les gens qui sont chargés de la sécurité de notre pays. Oui. Et je parle ici de sécurité certainement du territoire, mais aussi de sécurité alimentaire, de sécurité économique, de sécurité culturelle. C'est vrai, doyen, que vous nous poussez à beaucoup d'interrogations. Lorsque l'on se promène dans la blogosphère et sur les médias sociaux, on voit des acteurs politiques. Vous en êtes un qui peuvent, par certains discours, faire mal à notre sécurité avec des mots d'ordre, avec des ultimatums qui sont adressés à l'État. Oui, justement, ces acteurs ont rêvé que la désétatisation qui avait été mise en place par eux. Vous avez dû remarquer que depuis des années aujourd'hui, on banalise le poste de sous-préfet, du préfet, et ils sont même arrivés jusqu'à banaliser le poste du président de la République. C'était à dessein, parce qu'ils savaient qu'ils vont vouloir nous ramener à la situation insécuritaire qui a été créée en connivence pernicieuse entre ceux qui sont hors du pays et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Cette élection a pu nous faire voir et comprendre que depuis 1990, il y a des gens qui sont vraiment décidés à ce que nous ne soyons plus un État constitué. On ne peut pas parler d'économie et autres si on ne rassure pas les uns et les autres qui vivent dans un pays stable. Alors, pour revenir à la communication présidentielle du 6 novembre, où justement il évoquait des réformes politiques, allez-y, doyen, puisque justement nos plateformes nous signalent que les Camerounais ont soif de vous écouter sur ces aspects-là. Toutes les réformes qui vont être faites doivent tenir compte du fait que depuis 1958, le Cameroun est un État-nation qui se construit année par année, mais surtout anneau par anneau. M. Amadou Ahidjo, à son grand temps, avait engagé ce qu'il avait appelé les plans quinquennaux de développement. Oui. Et vous avez souvenance qu'il y avait à cette époque 7 entités administratives que nous appelions les provinces. Et il a réussi à faire en sorte que toute la nation camerounaise pendant 5 ans se concentre sur une de ces entités.
pour apporter des investissements de développement collectif et communautaire. Et vous conviendrez avec moi que quand c'est arrivé autour de la région du Sud, certains ont amené des tentes de Zumbak pour aller installer ça à Bolova. Quelle précision! Oui, moi je suis là pour vous donner des précisions. Il y a des investissements collectifs qui, quand vous voyez, je crois que c'était arrêté à Bafoussam. Comice. Les comices, c'est-à-dire on faisait le parti, le comice, et on réfléchissait sur la région qui doit bénéficier de notre assentiment. Ça joue un rôle, c'est que ça forçait à l'unité nationale, à l'intégration. Oui. Personne n'était fâché du fait qu'on fasse une route à Ebolova, si c'est Ebolova qui avait été prévu pour les 5 prochaines années. Les conjonctures internationales, puisqu'elles bousculaient notre relation avec la colonisation, je n'ai pas dit le colon ou le colonisateur, faisaient en sorte que le nouveau management qui arrivait était donc obligé d'arranger un certain nombre de choses pour ne pas être trop bousculé par ceux qui avaient été habitués à venir se nourrir et se ravitailler chez nous. Ces conjonctures internationales ont fait en sorte que l'ensemble de l'intelligence camerounaise se dise qu'il faut faire ça de façon dualiste, j'allais dire hybride. Le libéralisme communautaire répond donc à cette vision-là. Ce qui consistait à continuer à construire le pays anneau par anneau, mais en s'ouvrant vers la conjoncture internationale qui impose un certain nombre de règles. Oui. Et je crois qu'en 1996, toujours dans cette volonté de vouloir s'arrimer à la conjoncture internationale et nationale, on a mis en place certaines institutions qui permettaient que cette volonté de travailler ensemble vers un objectif commun soit atteint. De 1996 à 2020, le président de la République de l'époque a dû se rendre à l'évidence qu'on n'était pas encore prêt dans cette jonction communautariste et collective qui avait été engagée par M. Amadou Ahidjo. La preuve que l'un des actants qui devait nous permettre à construire cette unité par l'intégration, qui est le dernier stade pour avoir l'unité nationale, avait confondu leurs actants politiques par des actants de développement exponentiel des communautés. Les partis politiques sont l'une des meilleures photographies de ce que je suis en train de définir. C'est pour cela qu'on a encore pris de 1996 à 2020 pour amener les gens à comprendre que les institutions qu'on met en place participent de cette volonté de construire le pays anneau par anneau, mais surtout année par année. Quand on a donc des partis politiques qui sont essentiellement communautaristes, si on met en branle un certain nombre de choses, on a peur que les gens qui seront à la tête de ces communautés ne construisent que pour leur communauté. Et c'est pour ça que le président de la République a rappelé que nous sommes très en retard, ou alors moins, prêts à construire au plan institutionnel cette volonté de maturation de l'unité nationale qu'on appelle les collectivités locales décentralisées. Oui. Il faut mettre les moyens réglementaires, structurels et même conceptuels à la disposition de la population pour que la responsabilité soit collective et nationale. Mais vous constatez avec moi que le pouvoir central, depuis la mise en place de ces institutions et depuis le Code général de la centralisation, ne suit pas le mouvement. C'est pour cela que la première chose que M. Biya, le nouveau président, doit mettre en place, c'est les ressources humaines qui sont à même de comprendre cette vision qui avait été mise en place en 1996. À savoir ces ministres qui freinent de 4 pieds les petits 15% qu'on a dit de mettre à la disposition. Timothée Somba, vous rappelez qu'il y a un déficit en termes d'acquisition des compétences et des connaissances même. Il a mentionné le fait qu'est-ce qui a empêché à une mairie d'avoir un hôpital, d'avoir une école, d'avoir un bar, d'avoir un camion pour faire rentrer de l'argent. Puisque vous avez des compétences, vous ne les exploitez pas. Vous attendez tout justement de l'État central et vous voulez implémenter la décentralisation. Je voulais d'abord vous rappeler qu'une collectivité locale décentralisée fait partie de l'État. Nous sommes d'accord, doyen. Les aspects inhérents à la mise en application de la décentralisation sont importants. Mais l'aspect qui, moi, justement, m'a amené à me tourner vers vous, c'est l'aspect qui est lié aux questions politiques. Puisque le président lui-même reconnaît un certain nombre de situations qui amènent à ce qu'on puisse avancer dans des réflexions. On a évoqué un poste de vice-président. J'en viens. On évoque... Allons-y rapidement, Pour arriver à un poste de vice-président, il faut d'abord enlever dans le subconscient des Camerounais que cela participe de la continuité de la désétatisation. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que le poste de vice-président vient parce qu'il n'y a pas un président de la République.
C'est dans le subconscient qu'il faut travailler ça. D'où le fait que la communication va jouer un très grand rôle. Oui. La communication va jouer un très grand rôle. Il ne faut pas que chaque fois qu'on met une institution en place qui participe d'un message envoyé par la population, que ce message soit dilué par l'incompréhension, entretenu par les personnes dont nous venons de faire allusion tout à l'heure. Il faudrait que chaque institution qu'on amène trouve déjà au plan de la base un magma assez fort pour une meilleure compréhension, une meilleure participation des gens qu'on veut rendre heureux. Mais si on fait en sorte que le poste de vice-président soit perçu parce qu'on a déjà enlevé toute substance politique au président de la République, vous voyez que nous sommes l'un des rares pays au monde où on peut insulter le président de la République et aller dans un bar boire tranquillement sans qu'il y ait un problème. Il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie, qui voudrait que le patron de l'exécutif, c'est celui que les Camerounais ont voté. C'est le président de la République. Et le président de la République doit donc faire en sorte que les échelles de coupé entre lui et ceux qui sont en bas, bon, je préfère à la base, soient des échelles de coupé qui ont été conçues pour une fluidité, une lisibilité de l'action gouvernementale et de l'action institutionnelle. Si on ne fait pas de cette manière-là, la maman d'Ngomja va croire que la personne qu'elle a élue, dans des conditions dont tout le monde sait aujourd'hui, vient d'être remplacée par une personne qu'elle n'a pas élue. Merci. Alors qu'en réalité, ça participe d'une volonté d'avoir une échelle de coupé qui correspond à la vision politique du chef de l'État. Merci. Paul Biya, c'est pour les contributions. Il y en a quelques-unes qui arrivent. On va essayer, puisque nos téléspectateurs se sont plaints qu'ils sont parfois ignorés. Paul Biya annonce la réforme des institutions vers un nouvel ordre politique et gouvernant pour un Cameroun régénéré. Le téléspectateur, M. Augustin Menkem, nous envoie quasiment en mémoire. Comment est-ce qu'on peut restituer une pareille communication en télévision, cher monsieur? Merci. On va essayer un peu plus tard de revenir vers elle. Bonsoir le plateau, je suis Hugues depuis Nkonjok. Ce que dit M. Somba sur le manque d'autonomie des ordonnateurs, je suppose, du budget au sujet des marchés publics au niveau des ministères est davantage pertinent au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Les maires sont minoritaires dans les commissions internes de passation des marchés au détriment des représentants des ministères. Merci pour la contribution. Bonsoir le plateau. Je suis pour un mandat unique de 10 ans à tous les postes éligibles. Monsieur Ngassa Apollinaire, il s'est exprimé. Salut au panel. Les lois ne sont pas des loisirs. Apprenez à les respecter. 9 ans pour les DG, c'est largement suffisant. À défaut, faites voter d'autres lois. Merci, Rostan. Prenons celle-ci très rapidement. Vraiment, merci de me permettre de suivre à nouveau le patriarche Bikoro. Parlant de la réforme des institutions prônées depuis la prestation de serment, j'aimerais que l'on nous explique un peu bien, c'est là vu que ce n'est pas une phrase nouvelle. Et pour ce qui est de la main tendue du chef de l'État, que doit-on comprendre des multiples arrestations qui secouent les rangs de l'opposition? Alors, on va sortir de cet aspect pour aller vers les questions économiques qui interpellent le docteur Julien Ngone sur le plateau. Alors, docteur, est-ce que lorsque vous avez écouté ce discours qui pourrait être un discours de politique générale du président Paul Biya lors de justement la prestation de serment, vous l'économiste, vous vous êtes senti interpellé ou alors on n'a pas beaucoup fait écho et cas de la cause qui est la vôtre? Non, le chef de l'État a dans son discours privilégié une classe de la population qui est fragile, ça c'est le lieu de le rappeler, les jeunes et les femmes. Pourquoi les jeunes et les femmes? C'est stratégique parce que lorsqu'on regarde la cartographie électorale et les électeurs potentiels et ceux-là qui ont voté, c'est dit que c'est cette classe, c'est cette strate, c'est mieux de le dire, de la population qui en principe influence l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'elle influence l'économie et les dynamiques économiques? Tout à fait, justement, parce qu'il y a 4 éléments fondateurs dans ce discours. Oui. Le chef de l'État nous rappelle qu'il va, pour le cas de son septennat, pour les premiers mois, il va quand même privilégier justement certaines facilités administratives et fiscales et même douanières pour ces jeunes. Ça veut dire que les jeunes qui sont déjà installés, par exemple, ou alors ceux qui voudraient s'installer ou étendre leurs activités, il faut leur accorder ces facilités. Est-ce que c'est la première fois que c'est dit? C'est vrai, ce n'est pas la première fois que c'est dit. On a l'impression que c'est
on a l'impression que c'est du réchauffé, mais le vrai problème parfois c'est l'implémentation. Ça, c'est le lieu de dire. Vous savez, les idées peuvent être là, mais les acteurs qui doivent piloter, penser, implémenter ces projets, justement, ces acteurs peuvent être quand même des goulets d'étranglement dans la chaîne administrative. Oui. Et donc, lorsqu'il parle des facilités administratives, il nous envoie là un message. Ça veut dire que parfois, le cadre réglementaire de création des entreprises pour ces jeunes est assez rigide, c'est pas très ouvert. Et ça me renvoie un peu un indicateur. Vous savez, lorsque les investisseurs veulent entrer dans un pays, quand le cadre réglementaire lié aux procédures administratives est assez rigide, vous chassez les investisseurs. Et quand vous chassez... Et pour celui qui est du Cameroun, par exemple, à quel niveau on peut se situer? Est-ce que le cadre normatif camerounais permet à un investisseur qui nous suit du côté de Bruxelles ou du côté de Washington de venir s'installer au Cameroun et de penser qu'il peut faire son chiffre avec le cadre normatif qui est le nôtre? Toute chose égale par ailleurs, ça suppose qu'il peut fondamentalement venir s'installer, mais le problème c'est au niveau de la technostructure administrative qui va lui rendre la tâche un peu difficile. Les questions de gouvernance, corruption et autres, c'est un peu ce à quoi le chef de l'État insiste. Parce que lorsqu'il parle des préférences administratives et fiscales, c'est quand même le lieu de rappeler que lorsque vous avez des jeunes qui veulent se lancer ou qui s'y lancent, lorsqu'ils ont ces préférences, ça permet quand même à ces entreprises, disons-le, de recruter davantage. Oui. On verra quand même des entreprises qui vont recruter avec des emplois décents. On va permettre à certains jeunes de quitter par exemple des emplois du type CDD à des emplois du type CDI. Ça, c'est la première initiative. Le chef de l'État aborde une autre problématique. Il parle justement des subventions accordées à certaines entreprises dans des secteurs prioritaires que sont l'agriculture, l'économie sociale, le logement, l'artisanat et autres. En réalité, on a oublié que l'informel joue un rôle très important dans notre économie. Et donc, en accordant justement les subventions à cette strate des entreprises, on a là un vivier en termes d'emploi. Et ce vivier-là, justement, peut se matérialiser dans le cadre de la politique de réduction du chômage. Il a également parlé d'une approche de développement dans le cadre des budgets à venir pour développer la haute intensité de main-d'œuvre. Il faut bien comprendre que dans tous les pays du monde, ça se fait. Lorsque vous voulez mettre en place un projet, il est important d'utiliser la main-d'œuvre locale. Oui. Et pas seulement la main-d'œuvre locale, mais également ce qu'il est convenu d'appeler les matériaux et le matériel. Alors, si les matériaux qui sont utilisés, quand je dis matériaux, si vous voulez construire une route, c'est-à-dire le ciment, je ne sais pas moi, tous les autres intrants, graviers et autres, si ce ne sont pas des matériaux de ce pays, ça pose un problème. Même chose pour le matériel. Si tout le matériel est importé, ça pose un autre problème. En réalité, ces projets-là ne peuvent fondamentalement pas créer autant d'emplois comme on le voulu. Or, si on utilise ces matériaux locaux, ce sont les entreprises locales qui bénéficient et vont davantage, n'est-ce pas, réduire les coûts de production, mais vont davantage recruter. Même chose pour le matériel. Et donc, c'est un peu une approche très dynamique, comme cela se passe ailleurs. Je crois que c'est un discours qui est fondateur maintenant. Il faut bien que les acteurs qui accompagnent le chef de l'État puissent danser la même danse. La même musique. Voilà. Alors, Jean-Dieu Vouna, on sort à l'instant des questions économiques, les questions de gouvernance, les questions sociales ont votre attention. Est-ce que vous avez reconnu justement en Paul Biya ce leader à l'écoute des populations lorsque, par exemple, pointant du doigt certaines déviances de gouvernance, il a promis une intensification de la lutte contre la corruption? Justement, le 6 novembre, nous avons vu un chef d'État, non seulement on pensait qu'il avait une vision, mais qui nous a révélé qu'il a une mission sacrée du Dieu Tout-Puissant qui lui a été donnée. Ah bon? Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a une mission sacrée que Dieu lui a donnée. Et il y a cet extrait dans le discours du président? Tout à fait. 2 fois. Deux fois. Il l'a dit 2 fois. Et vous y croyez?
Écoutez, je suis Si on voit pasteur, bien. je suis chrétien. Alors je me retrouve dans le discours du chef de Et il l'État. a même remercié Dieu. Et il a remercié, il a dit que première fois. par la volonté de Dieu, il va pouvoir accomplir. Nous avons là, à chaque fois qu'on analysait ici, on parlait de la vision du chef de l'État. Mais maintenant, il n'y a pas que vision, il y a mission et de surcroît, mission sacrée. Et dans cette mission sacrée, il nous annonce les réformes institutionnelles. Et ça me renvoie à une image biblique d'un Jésus qui a maudit le figuier. Le figuier qui ne produisait pas des fruits en son temps. C'était un message, une image managériale, c'est-à-dire d'un pan institutionnel qui ne donne pas de fruits. Oui. Et le chef de l'État annonce donc que, en bon berger comme Jésus, il devra apporter des jugements pour, pas maudit, je ne veux pas utiliser le terme maudit, mais il reconnaît d'abord que la structure, la macrostructure institutionnelle actuelle a des pans obsolètes qu'il faudra reformer. Et surtout, on l'a toujours dit ici, que nous n'avons pas seulement besoin de la réforme de l'État, mais de la nature même de l'État. Il faut parler de la réforme de la nature de l'État. Et nous croyons que dans un État, la priorité est le construit juridique, la réforme judiciaire. Parce que lorsque M. Timothée Estomba parle de la régulation, cela renvoie dans son domaine, lui qui est juriste, il parle d'une régulation ferme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un problème de construit juridique. Le conseil juridique ou l'implémentation. Non. Le président Les parle de lois- finance, mais s'il n'y a personne, ou alors il n'y a pas d'instrument assez puissant pour faire bouger ce levier de la bonne gouvernance, on sera toujours dans les discours. Non, vous savez, le pouvoir judiciaire ne se limite pas seulement à punir. Il surveille, il veille, il normalise, gendarmes. il construit, il régule, il arbitre même. Dites-moi, pendant cette année, un septennat, nous avons passé le temps à entendre des hautes instructions, des grandes instructions, c'est-à-dire, moi je me suis demandé, moi personnellement, entre les hautes instructions et le premier ministère, qui gère le gouvernement? Nous parlons de la réforme des... Vous avez posé la question. Oui. Et qui gère le gouvernement? Quand on a des hautes instructions, est-ce que vous savez qu'en 7 ans, j'ai vu une action remarquable du Premier ministre dernièrement lorsqu'il a fait la tournée pour inaugurer des industries. Mais on a l'impression qu'il y a un chevauchement entre des institutions, certaines institutions. Dites-vous, comment voulez-vous qu'il y ait un ministère de tutelle et qu'une fédération soit en train de dire le droit pendant 7 ans entre le ministère de tutelle et la fédération, et les hautes instructions disent c'est tel ici, c'est tel. Pendant ce temps, l'arbitre, qu'est le premier ministre, est où? Ça pose un sérieux problème institutionnel. Ça pose un sérieux problème pas seulement de gouvernance institutionnel. Dans le sens où, Jean de Dieu, puisque vous pointez un doigt sur cette institution, est-ce que... pas sur les individus, hein. J'ai dit bien institution. Oui. Est-ce qu'il n'a pas assez intégré la compétence qui est la sienne dans la gestion au quotidien du gouvernement? Non, je pense qu'il y a un problème de la force de l'institution du premier ministère qu'il faut soit ajouter, c'est-à-dire il faut ajouter une force, une puissance au niveau de l'institution, afin que le Premier ministre ait des leviers pour pouvoir gérer son gouvernement. Vous ne pouvez pas me dire qu'en 7 ans, moi, un simple citoyen, au lieu d'entendre que le chef de l'État, le Premier ministre, a pris des décisions à l'endroit de tel ou tel ministre, tous les ministres attendent des hautes et des grands et des gros instructions. Nous parlons là des institutions, je ne parle pas des individus. Ça veut dire que si on prenait même le premier ministre, on le mettait dans un autre pot, si ce n'est pas ça, il y a un problème, on ne comprend pas qui est qui. Et ça montre à suffisance que le chef de l'État a constaté que dans sa mission sacrée que Dieu lui a donnée, certains pans de ces institutions sont obsolètes. Alors, qui répondez-vous à ceux qui pensent qu'on est en train d'aller tout doucement vers peut-être un poste de vice-président?
ce serait une institution de trop, ou alors cela diminuerait encore la superpuissance du Premier ministre? Non, si nous allons vers un poste de vice-président, ça veut dire que à l'intérieur même de la présidence, on va supprimer. Il y aura certains figuiers qui vont sécher jusqu'à la racine, que je ne voudrais pas prononcer ici, parce que leur rôle ne sera pas, le vice-président devra jouer son rôle de vice-président, et ce ne sera plus les grands instructions, je sais pas comment, les hautes instructions, les grandes instructions. On devra dire, moi le vice-président, j'ai signé ceci. Et moi le Premier ministre. Et moi le Premier ministre, non, le Premier ministre aura son rôle de gérer son gouvernement. On peut être vice-président pour gérer peut-être le plan de la diplomatie. Je prends un exemple sur le plan géopolitique. Le Gabon en a 4. On peut être Premier ministre pour gérer peut-être l'aspect de la sécurité sur le plan géopolitique, pas sur le plan interne. Mais quand nous voyons que à l'intérieur du pays, certaines institutions s'entrechevauchent et on ne comprend pas quel est le droit ou les lois qui permettent, qui donnent la limite à cette institution et alors que commence à tel niveau. Nous ne savons pas où est-ce que le Premier ministre a le pouvoir sur ses ministres et où est-ce que, excusez-moi, le secrétaire général a le pouvoir sur les ministres ou alors le secrétaire général, le cabinet civil a le pouvoir sur qui a le pouvoir sur les ministres? Moi, je suis de la société civile. Oui. Moi, j'aimerais savoir, entre les trois institutions, le cabinet civil, le secrétariat général à la présidence, le Premier ministre, qui a l'autorité directe sur le ministre? Merci pour l'interrogation. Je crois qu'il faut d'abord faire réagir le juriste avant que le politique ne s'exprime. L'article 11 de la Constitution qui s'intéresse, qui ouvre les questions du gouvernement, a bien dit que le Premier ministre est chef du gouvernement. Et à ce niveau, il n'y a pas un déficit juridique. Il faut aussi savoir que c'est l'homme qui fait l'institution. Là, il peut y avoir un manque d'audace de certains premiers ministres. Parce que réellement, le Premier ministre au Cameroun, du point de vue textuel, a une marge de manœuvre pour travailler. Le souci, c'est que il y a, et on étudie cela en sciences administratives, ce que l'on appelle les hiérarchies informelles. Et les hiérarchies informelles dans notre environnement ont tendance à prendre le dessus sur la hiérarchie formelle et textuelle. Prenons le dernier cas, vraiment le cas qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez vu la lettre abondamment relayée sur les réseaux sociaux, que c'est le directeur du cabinet civil qui convoque, qui invite les ministres à une réunion pour organiser la prestation de serment. Vraiment, je n'ai rien contre l'individu qui gère le cabinet civil, mais c'est une hérésie juridique. Le directeur du cabinet civil ne peut pas convoquer les ministres à une réunion pour organiser un événement national. Mais ils sont allés. C'est pour ça que je parle bien des hiérarchies informelles qui sont basées non pas sur la force du droit, mais sur les rapports de force entre les institutions. Est-ce que tout ça n'est pas la proximité avec le président Encore que Timothée, en une seconde, oui. Peut-être que le problème aussi est au niveau justement, parce qu'ailleurs c'est le directeur par exemple du cabinet civil. Et lorsqu'il est ministre directeur du cabinet civil, ça devient autre chose. Ça pèse. Ailleurs il est tout simplement directeur du cabinet civil. Comment donc un ministre convoque le ministre, non, alors parce qu'ailleurs il est directeur du cabinet civil dans notre pays et donc ça pose un problème. Alors monsieur Sopa. Et merci pour cette intervention. Quand vous entrez dans le site du Premier ministère et vous regardez l'organigramme ou alors le classement des membres du gouvernement, vous allez observer que après le Premier ministre vient directement le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Or, il n'est pas censé être membre du gouvernement. Vous allez observer qu'après lui, il vient un autre membre du gouvernement. Et après, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. J'ai fait cet exercice le matin. Donc, c'est autant de petites nuances faillibles qu'on doit corriger et qui causent ces goulots d'étranglement et ces confusions que l'on observe. Parce que quand vous lisez le texte qui organise la présidence de la République, les missions du ministre, les missions du secrétaire général de la présidence de la République, il a beau être ministre,
d'État. Mais, D'État. non, ministre d'État, Bon, ça sont... Oui. C'est les questions de prestige. Oui. Mais il est un ministre qui a un rôle, qui a un cadrage, une feuille de route qui est définie par le décret qui organise la présidence de la République. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup d'inclusion Dans de la gouvernance. présidence dans la gestion Tout à du fait. gouvernement et qui parfois mettent le Premier ministre en majorité. Or, En minorité. en minorité. Oui. Même Or, en difficulté. qui est responsable devant le Parlement? C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre et son gouvernement. Tout à fait. Question de confiance, motion de censure, peuvent les faire tomber. Tout à fait. Parce que c'est lui qui exécute la politique définie par le président de la République. Mais lorsque vous voyez l'écart qu'il y a entre ce que les textes ont prévu et la pratique réelle du jeu des institutions au Cameroun, vous avez envie de vous poser la question de M. Vouna devient légitime. Finalement, qui est à la tête de qui? Lorsque vous voyez que les secrétaires généraux des chambres parlementaires sont officiellement nommés par les responsables des 10 chambres, mais les noms viennent souvent d'une autre institution, au point où le président de l'Assemblée nationale avait craqué dans un de ses discours. Il a demandé que l'on respecte la séparation des pouvoirs. Même comme je vais lui dire que le Cameroun n'est pas un régime de séparation des pouvoirs, le Cameroun est un régime de collaboration des pouvoirs. Il voulait certainement parler de la distinction des pouvoirs. Mais au Cameroun, est-ce qu'on réellement on sent une distinction des pouvoirs? Merci. Patriarche Bikoro, peut-être à ce niveau-là, il faut véritablement s'interroger sur le leadership au Cameroun. Jean de Dieu voudrait s'interroger. Qui fait quoi? Finalement, la question peut revenir. À l'heure où le président s'engage vers notre mandat, peut-être le moment d'éclaircir sur les responsabilités et sur les compétences est arrivé parce que justement, le peuple sera plus attentif aux résultats. On ne peut plus continuer cette navigation à vue qui fait à ce qu'il y ait plein d'objets à Yaoundé alors qu'il y a 6 organes en charge et que personne ne soit comptable de ces immondices que l'on voit. En 5 secondes, Oui. l'exemple que vous venez de prendre, parce que j'ai noté ça après ça fuit. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs constitués, c'est-à-dire les institutions consacrées par la Constitution. En matière de décentralisation, c'est la région et la commune. Et la Constitution, à partir de l'article 55, si je me trompe, dit que toute autre forme de collectivité territoriale peut être créée par la loi. Mais comment on justifie qu'une institution qui elle est créée par la loi, c'est-à-dire un texte inférieur, vient avoir prédominance et prééminence sur les 2 institutions, je parle de la mairie de la ville, qui elles sont créées par la Constitution. Et vous voyez tous les chocs qu'il y a entre les maires et les maires de ville. François Bikoro, nous vous écoutons. Je vous ai dit tantôt que la constitution de l'État-nation Cameroun se fait anneau par anneau. Année par année. Vous faites un débat sur 2025. Le citoyen va vous dire qu'en 1948, c'est tel qu'il y avait. En 1970, c'est tel qu'il y a. Il faut que tous les anneaux, qu'il arrive un moment où tous les anneaux se retrouvent dans la canne à sucre qu'on va donner aux populations. Mais est-ce que c'est compliqué J'en de repartir les pouvoirs, patriarche? Il y a un secrétaire général à la présidence, il y a un cabinet civil, il y a un premier ministre qui, lui, a quand même une certaine hauteur puisqu'il a la casquette de chef du gouvernement. Mais à quoi sert finalement le premier ministre au Cameroun? Non, c'est des perceptions que nous avons. Parce que le gouvernement est interparti. C'est-à-dire que tout le monde est au même pied d'égalité, mais on donne à chacun un pan de la société. Mais il y a les questions de transversalité. C'est-à-dire que si vous avez été fait pour amener les sardines à Yaoundé, mais ce n'est pas vous qui gérez la route. Ce n'est pas vous qui gérez la route, ce n'est pas vous qui gérez la question de maladie du chauffeur. Donc il faut quelqu'un qui rappelle aux uns aux autres que tes limites, c'est à ce niveau. C'est justement pour cela que moi je vous ai ramené à la désintégration de la haute centralisée des pouvoirs dans notre pays. Vous avez beau tourner des petits coins, c'est des distractions inutiles. Je vous dis que si on réussit
à faire en sorte que les Camerounais se sentent responsables à un domaine précis. Parce que quand vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous semblez oublier qu'il y a une ville qui part de Douala pour Yaoundé et qui va continuer à Bafoussam. C'est à l'intérieur de la ville de Yaoundé qu'il faut être assez clair dans des domaines de compétences. Parce que quand vous allez au marché central de Yaoundé, on peut vous dire que la route là, c'est une route nationale. Elle n'est pas une route départementale, elle n'est pas une route communale, elle n'est pas une route régionale. Maintenant, c'est à la personne qui, au plan horizontal, parce que là, moi je vous parler du plan de... vertical, horizontal. Oui, au plan horizontal et vertical. Il y a l'horizontalité qui ne pose aucun problème, puisqu'il y a la commune, il y a ceci, chacun sait ce qu'il peut faire. Mais il y a quelqu'un qui rappelle aussi au plan vertical. C'est à lui qu'incombe la responsabilité d'être assez clair dans la mise en œuvre des politiques de gouvernement. Ce n'est pas autre chose. Ce sont des perceptions, mais moi je voulais vous faire... Au-delà des perceptions d'ailleurs, il y a quand même cette interrogation à qui, justement, a son pesant d'or au sein de l'opinion, parce que les Camerounais s'interrogent. Lorsqu'on est sous le poids des hautes institutions et que justement il y a un président qui est présent, mais qui, on a l'impression qu'il délègue beaucoup à certains acteurs justement de sa galaxie institutionnelle, on a l'impression que justement le président n'est plus aux affaires. Peut-être il faudrait qu'il, à ce niveau-là aussi, il y ait une meilleure mise en avant de la dynamique présidentielle qui doit se faire de façon directe avec les institutions, pas par canaux de haute instruction. Vous étiez tout à l'heure à me poser la question de la vice-présidence. Oui. Il y a des actions que nous menons pour régler les problèmes essentiellement politiques. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes dans un pays où dès que le gouvernement sort, parce qu'on n'a pas réglé les problèmes des communautés en relation avec la République, chacun va dans son coin et scrute d'abord le nom, l'origine et tout ça. C'est des choses qu'on règle parce que c'est politique. Oui, on peut donc nommer un premier ministre d'une région qui n'a aucune marge de manœuvre, juste parce qu'il faut faire plaisir à une région. Vous avez dû remarquer que le premier ministre ressort toujours du pan colonial opposé au président de la République. Vous voyez que je pèse mes mots. Oui. Ça règle un problème politique de 58 à 2025. Je pense que... Nous avons... Non, c'est important de le dire. Vous avez toujours vu que dès que le président de la République est francophone, puisque vous voulez à tout prix que je le dise. C'est pas un secret. Non, vous voulez que je le dise. Non, c'est pas comme si vous le saviez. Tout le monde le sait. Le Premier ministre est anglophone. Alors pourquoi on fait un débat sur la fixation sur le Premier ministre alors que ça règle un problème politique d'abord? Ça ne règle pas un problème de technicité, ça règle un problème politique. Et c'est important de le rappeler. Patrice Bikolo, un discours pareil, est-ce que vous pensez que pour nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, ça peut leur satisfaire? Qu'on dise qu'il y a un premier ministre anglophone qui n'est pas là du fait de la compétence, du fait de son expertise dans le management du gouvernement, sa technicité, mais qui est là pour régler un problème de 1959. Est-ce que vous pensez que celui qui écoute ce discours à Bamenda peut être satisfait d'écouter ce raisonnement? Celui qui écoute ce discours a gardé 4 millions d'inscrits qui ne sont pas allés voter. Celui qui a écouté ce discours. 4 millions sur les 8 millions inscrits. 4 millions sont restés au quartier. C'est politique. On a beau dire quoi que ce soit. Parce que dès que le gouvernement est constitué, je vous dis qu'il est de la responsabilité de la personne verticale de s'asseoir pour que les verticalités, les horizontalités se mettent en place. Ce n'est pas de la responsabilité du président. Le président de la République est en haut. Il met une ossature qui permet que sa politique se dilue. Oui. Maintenant, si quelqu'un refuse sciemment de diluer la politique du président à son niveau, c'est lui le problème. Mais si on m'amène maintenant les Camerounais à commencer à dire que le Premier ministre n'a pas... Non, ils sont engagés pour le cas du Cameroun, par le président de la République, que les citoyens ont élu. Oui. Ce dont vous faites allusion sont simplement des attelages. Et c'est pour cela que depuis 2 janvier 2019, je crois, je peux me tromper, le dernier gouvernement, 2019. Oui, l'ensemble des problématiques qu'on va faire allusion ici découle du fait que les Camerounais à un moment donné se sont posé la question de savoir est-ce que le président de la République est au courant que dans son attelage, il y a un boulon qui est rouillé, qui peut avoir eu pour conséquence le fait que 4 millions de Camerounais ne soient pas allés voter alors qu'ils sont inscrits.
C'est politique, vous m'avez dit ici que je parle de politique. Tout à fait. Et je vous dis que pour que les choses s'arrangent, il faut que ce qui peut être fait à la base soit donné aux gens de la base. Ce qui peut être fait au plan médian soit donné aux gens qui sont compétents pour le plan médian que vous appelez gouvernement. Oui. Maintenant, les autres plans de société qui sont techniques, encore que la technicité, ça dépend de la volonté de quelqu'un de faire ébranler la technicité. Parce que ce que vous semblez oublier, c'est que les personnes dont vous faites allusion, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut qu'il nomme son directeur administratif et financier, mais il ne va pas inventer la population. Ce n'est pas sa population, c'est la population du Cameroun. Donc ils doivent être mus par le fait que depuis 1958, nous nous battons à expérimenter tout ce que la conjoncture nous impose. Un coup on peut aller à gauche, un coup on peut aller à droite. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons notre histoire des institutions, nous les améliorons certainement, mais elles ont des perceptions qui, elles, ne s'améliorent pas au quotidien. C'est pour cela que dans 3 ou 4 jours, je ne vous trahis pas un secret, quand ça va tomber, même vous ici, vous allez nous appeler ici pour demander pourquoi il n'y a pas les gens de ceci, pourquoi il n'y a pas les gens de ceci. Merci. Donc on règle ce problème-là pour permettre à ce que ce qui se passe normalement dans le pays, à savoir enlever les ordures, à faire ceci, que les gens se sentent à l'aise en se disant, enfin, le président nous a compris. Merci. Je donne 1 minute à Jean-Dieu Vouna avant que M. Ongene ne prenne la parole. Mais moi, je pense que le doyen s'intéresse beaucoup plus au poste de gestion. Nous parlons de la politique. Nous parlons de la structure donc. Parce qu'ici, nous sommes en train d'analyser, de nous interroger la réforme. Quel type de réforme le chef de l'État... On est dans une démarche de proposition. Quel type de réforme le chef de l'État va mettre en place? Mais le doyen, lui, semble être figé de 1958 à aujourd'hui. Le chef pas figé, ça monte. Le chef de l'État a avoué que, dans son discours, si quelqu'un dit qu'il va mettre des réformes institutionnelles, ça veut dire qu'il avoue que cet état de choses n'est plus adapté. Ce logiciel n'est plus adapté. Ce n'est pas seulement qu'il est grippé, c'est qu'il est malade, qu'il faut recrancher. Améliorer. Non, je ne suis pas dans l'amélioration. Nous n'avons pas besoin d'amélioration. Nous avons besoin de revoir en profondeur la nature de nos institutions. Qu'est-ce que vous faites des aspects politiques que le doyen évoque? Les aspects politiques sont dépassés aussi. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça peut être dangereux. Oui, c'est dépassé. C'est aussi dépassé, il faut lui dire ça. Que faites-vous de l'intégration? Non, écoutez, la communauté doit se retrouver intégrée justement dans la la nomenclature que le doyen convoque celle de 1958 ne tient plus. Un premier ministre qui est forcément anglophone, mais qui n'est pas technique, ne satisfait plus les anglophones, qui n'a pas de pouvoir. Parce qu'on vous dit simplement que non, il parle anglais. Non, il faut pas dit, hein? Non, parce qu'il parle anglais et qu'il est anglophone, il faut qu'on évolue aussi sur ces questions sociologiques. C'est-à-dire que ça ne tient plus la répartition sociologique de 1958 à 2025. Le peuple dit non, on veut voir autre chose. On veut voir, oui, inclure tout le monde, mais pas dans cette forme d'équilibre régional qui veut que politiquement, on choisit quelqu'un là-bas pour représenter là-bas, alors que là-bas, il n'est même pas reconnu. Et peut-être même pas, il ne s'y reconnaît même pas. Tout simplement parce qu'il porte le nom de Fongchu, ou bien Esomba, ou bien Evuna, ou alors autre, et on le met là. Il faut qu'on dépasse cette forme de représentativité sociologique. Qui n'est pas cosmétique. Nous voulons une réforme institutionnelle profonde qui demande à ce que le peuple se reconnaisse, même dans ces représentants-là. Ça veut dire qu'ils sont issus du peuple profond. Non plus parce qu'ils vont jouer un rôle politique, simplement. Juste une minute. Oui, s'il vous plaît. Je vous ai fait allusion tout à l'heure. Ce n'est pas un hasard du plan quinquennal de développement. Et je vous ai dit qu'il s'est arrêté. Vous semblez prendre ça en perte de profit. L'équilibre régional avec les zones d'éducation prioritaires, non? Si vous êtes déjà sûr que chaque partie du pays a les mêmes infrastructures collectives que les autres parties du pays, je suis d'accord avec lui. Mais il y a des choses qui, en attendant le prochain anneau, règlent les problèmes de perception de la politique d'un gouvernement. Ça règle les problèmes de perception. Vous semblez faire comme si tout le monde a eu l'université le même jour. Moi, j'ai dans mon village des gens qui étaient excessivement intelligents, mais parce que l'université ne se trouvait qu'à Yaoundé.
Il y a une déperdition scolaire de 75%. Vous ne pouvez pas mettre ça en perte et profit. C'est pas possible. Moi, je parle politique. C'est pas possible. Si vous êtes déjà sûr qu'au moment où on va faire le gouvernement, je ne sais pas, du paradis, que Non, chaque société, j'allais dire chaque communauté, chaque société, chaque pan de notre pays, même dans la ville de Yaoundé, a déjà atteint le même niveau de compréhension. Et la compréhension vient de l'école, elle vient du fait que la boutique est dans le coin, l'électricité est dans le coin, autre est dans le coin. Donc il y a des choses que comme nous sommes dans une marche, dans une dynamique, la politique règle ces problèmes en attendant qu'on règle 2 ou 3 trucs qui sont dans les investissements collectifs. Je n'ai pas dit que le président de la République est allé chercher quelqu'un qui n'a pas une capacité de régler tel ou tel problème. C'est très péjoratif. Puisque nous, tous nos premiers ministres dérivent des gens qui ont été dans le gouvernement, qui ont travaillé avec le président de la République. Moi, je dis simplement qu'au plan politique, ça règle beaucoup de problèmes. Comme je vous ai dit tantôt, que si la décentralisation avait été légèrement comprise par les gens qui accompagnent le président de la République, cette élection aurait eu moins de tension que les, parce que en 2025, que l'on nous revienne à dire que nous sommes dans la souffrance. Le type de souffrance dont chacun vous dit est individuel, en fonction de là où il se trouve. Et je termine par là. Quelqu'un a parlé de l'économie tout à l'heure. Et il a dit quelque chose de bien, c'est que si les étrangers viennent investir chez nous, il faudrait qu'ils tiennent compte du fait que là où ils prennent l'or, là où ils prennent le diamant, il y a des gens qui y sont nés, ou alors des gens qui sont venus habiter, qu'ils voient des gens être parachutés. C'est comme si on veut les rassurer que ils vont seulement rester dans cette stature. Quand on nomme un ministre à cet endroit-là, ça règle 2 ou 3 petits problèmes. Merci. Alors, Julien Onguéné, je reste avec vous, mais sur la chute du doyen, je vous pose la question. Est-ce qu'à ce moment-ci, on n'est pas dans l'éternelle querelle entre un gouvernement de technocrates et un gouvernement de politiques? Tout à fait. Enfin. Justement, on se rend compte qu'il est question aussi de ne pas, lorsqu'on veut le tout compétent, de ne pas oublier certains équilibres inhérents à la stature même de notre pays. Et ensuite, vous pourriez répondre selon le timing qui est le vôtre. En termes d'institutions, beaucoup s'interrogent aussi parfois sur cet arsenal gouvernemental. Une institution, par exemple, comme le Conseil économique et social, là je m'adresse à l'économiste, qui, pour certains, n'a pas assez de matière à interpeller véritablement les Camerounais. Est-ce qu'elle ne serait pas dans cette shortlist-là de celles qu'il faudrait peut-être réformer ou malheureusement supprimer tout simplement? Ta deuxième question et la chute de l'aîné Bikoro m'intéresse. Vous savez, il y a des travaux de certains auteurs qui démontrent le lien qui existe entre institutions et développement. C'est-à-dire, on semble ignorer ces travaux. Vous savez, il y a eu un prix Nobel d'économie en France, Cécile Duflot, qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques. Et quand vous lisez même les travaux de Puy-Deville de 2014 sur institutions et développement, il démontre clairement sur le plan théorique et empirique qu'il faut des institutions fortes et assez mieux structurées pour éviter de créer des crises, le risque et qui impactent la croissance économique et le développement. Oui. Dès que c'est fait ainsi, c'est créer la technostructure administrative est grippée et elle aura des impacts sur le plan économique et la croissance. Vous savez, il y a un problème qui se passe au Cameroun. Le Cameroun se fera ou ne se fera pas avec les territoires. Il est temps de se dire le développement du Cameroun doit se faire avec des territoires. C'est tout. Territoires. C'est pas pourquoi Stéphane veut nous amener ailleurs. C'est-à-dire, il faut faire le développement. Il faut faire le développement de ce début du XXe siècle avec toutes les dynamiques qu'imposent les territoires. Ça, c'est le dire. Je peux peut-être regretter que dans le discours, les stratèges qui ont rédigé le discours du chef de l'État n'ont pas beaucoup appuyé sur... Mais à ce niveau, Dr Guéné, qu'est-ce qu'on fait si nous sommes en 2025 et que, comme le disait le patriarche, tous les territoires, toutes les communes ne sont pas au même niveau de développement? Si on met l'accent, il y a ceux qui, malheureusement, seront plus avancés que les autres. Et ou en saturation. Au lieu de résoudre un problème, ça va créer encore plus de frustration. S'il faut que chacun commence à chercher, par exemple, je parle trivialement pour que tout le monde se comprenne, à chercher son argent, et qu'il y ait
à l'est, à l'extrême nord, des communes ou alors des territoires qui ont de la peine même déjà à exister, lorsqu'il faudra faire la course, certains seront tellement en arrière et peut-être seront un boulet pour le pays central. Qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde ait à peu près le même niveau et qu'on puisse aller vers cette explosion des territoires avec les mêmes chances? Il est clair que les territoires ne peuvent pas se développer de la même manière avec ce qu'ils ont tant pour moi comme richesse. C'est-à-dire, vous faites avec les richesses que vous avez, ça devient un avantage comparatif des territoires. C'est ce que j'appelle les avantages. Donc, les territoires doivent s'appuyer sur les avantages comparatifs. Et ceux qui n'ont rien? Et il y a des territoires qui ont une richesse au minimum. Je vous prends par exemple le cas des territoires qui sont riches avec les zones minières. Mais il y a des territoires qui ont les climats agroécologiques. C'est déjà une richesse. Il y a des territoires qui ont la main-d'œuvre, le capital humain. C'est déjà une richesse. Savez-vous que Yaoundé, c'est aussi des communautés, c'est aussi des villages de certains. Lorsque vous êtes à Yaoundé et quand on vous dit qu'il faut se développer de façon individuelle maintenant, qu'on est en décentralisation accélérée, qu'est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on initie le développement de Yaoundé en tant que communauté appartenant à des natifs? C'est ça le problème. C'est la régulation des institutions. Il faut réguler les institutions et adapter chaque territoire, n'est-ce pas, à son capital. Le capital, là, il peut être physique. Le capital, il peut être financier, il peut être minier, il peut être naturel. En réalité, intellectuel. Chaque territoire a des avantages comparatifs. Ouais. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, Dieu a si bien organisé cela. Il y a des territoires qui ont une richesse pétrolière. Dans la réciprocité, oui. Le Maroc n'a rien dans le sous-sol. Mais ils se sont spécialisés dans les biens et services pour combler le déficit en ressources naturelles. Si je vous fais une révélation, peut-être une révélation qu'un aïeux du quartier Foulan a dû me faire, que le sous-sol de Foulan a une richesse qui est connue. Fin de citation. Alors, je demandais... C'est une richesse territoriale. Là, on est dans la spéculation. C'est pas la spéculation. C'est toute une histoire. Elle est connue. Je vous suis dans votre trivialité. Vous qui dites que ça n'a pas avancé. Vous savez que, à l'orée des indépendants, je suis toujours en train de vous dire de 58 à 2025. Tout à fait. Et ce que vous n'arrivez pas à dire, c'est que justement, par le fait que certains anneaux ne sont pas encore au même pied d'égalité que les autres. Et je prends le premier anneau qu'on appelle la région de l'Est. Vous savez que dans les années 58, on a dit que tout ce qui est produit à l'Est doit aller construire la porte d'entrée du Cameroun qui s'appelle Douala. Alors, vous savez très bien. Maintenant, si vous voulez donc qu'on arrange, pour moi, je vous propose qu'avant de transporter l'or, le diamant, le bois, qui est au plan des petits investissements collectifs, que l'on sente quand même que la région de l'Est a donné 70% pour que les transversalités se mettent en place. Ce n'est que ça. Si une structure vient se mettre à l'ouest, que le gardien quand même de cet enclos-là soit un gars du village. C'est des petites choses comme ça qu'on appelle les choses politiques. Merci. Alors, justement, parlant du Conseil économique et social, j'y tiens particulièrement. Il est temps quand même que l'on essaie de s'appuyer sur certaines stratégies économiques et autres. Vous savez, l'Élysée a près de 30 000 experts qui travaillent sur les problématiques économiques et sociales. Et l'Élysée écoute ces stratèges. Vous ne pouvez pas avoir une institution comme le Conseil économique et social. Sur une période de 50 ans, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Je serais heureux de faire des consultations, même si je ne suis pas nommé, mais en tant qu'expert déconcentré. Et justement que cette expertise-là puisse contribuer, n'est-ce pas, puisse amener le Conseil économique et social à donner quand même des éléments, des ouvertures au chef de l'État pour pouvoir implémenter sa politique. Parce que si les crises de gouvernance perdurent, avec toute la cacophonie gouvernementale, on ne sait pas qui gère quoi. C'est également parce que on veut faire la gestion du 21e siècle avec les textes de 1972 sur la problématique des hautes instructions. À mon sens, qu'est-ce qui peut justifier au 21e siècle qu'un SGPR ait
la délégation de signature sur un Premier ministre. Pour moi, au XXIe siècle, les textes 72 doivent être dynamiques, Oui. à mon sens. Et comme je le disais, si l'institution n'est pas assez flexible pour pouvoir accompagner les décisions, pour qu'on prenne des bonnes décisions, il y a un risque au niveau des investissements directs étrangers. Il y a un risque au niveau même des investissements au niveau national. Et ces risques-là plantent la croissance économique et par conséquent le développement économique. Donc il est temps quand même de repenser cette architecture gouvernementale parce que les textes doivent être dynamiques. Merci. Je prends une ou deux réactions. Bonsoir, très belle thématique. Je précise que le téléspectateur nous écrit depuis le Congo au Brazzaville. Franchement, nous n'attendons rien d'extraordinaire. Le Cameroun a la carte consulaire la plus chère du monde, à 15 000 francs CFA, et les ambassadeurs n'ont pas le temps de nous assister. Ce mandat sera le plus frustrant pour moi qui pensais retourner au pays en 2026. Je prolonge l'aventure. C'est bien dommage. On va... Bonsoir Stéphane, vraiment, le patriarche Bikoro, il faudrait qu'il se réactualise. Tout à fait, merci patriarche. Merci, je préfère m'arrêter là. Merci pour la contribution. Bonsoir à tous sur le plateau. Je pense qu'il y a un vrai problème de base dans notre pays. Quelqu'un va aux élections, il gagne et chaque jour sur le plateau, les gens qui veulent venir lui dire ce qu'il doit faire. Si vous êtes dans la connaissance ultime, présentez-vous aux élections présidentielles, essayez de convaincre les gens et prenez le pouvoir pour implémenter votre super intelligence. C'est lui qui a gagné les élections, il va faire comme il l'entend pendant les 7 prochaines années. Certains vont même jusqu'à dire, à lui dire s'il doit s'asseoir avec un des perdants de l'élection, mais on est même sur quelle planète? Merci pour votre contribution. Vous voyez que toutes sont relayées. Celui que vous vantez parler anglais là, j'ai dit que son... Bon, je ne sais pas de quoi le téléspectateur parle. Bonsoir. Du fait que le PM n'installe ni le SGPR ni le DCC, cela leur donne un supra-pouvoir. Merci à vous, monsieur Wong. Je vous donne la parole en 2 minutes. Moi, je pense que, comme le docteur Ongen le disait, les lois, en réalité, les lois de 72, les lois de 58, de 60, qui n'ont pas évolué, doivent évoluer. Il faut rompre avec quand même cette manière de faire. Oui. C'est-à-dire, il faut avouer qu'avant de parler de la décentralisation, il y a la structure centrale qui ne peut qu'implémenter la décentralisation. Parce que si nous ne commençons pas à parler de la structure centrale qui tient le pouvoir, la décentralisation, par exemple, les 15% dont on parle, depuis qu'on parle de 15%, elles sont allées aux mairies? Non. Mais pourquoi? Parce qu'au niveau central, il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme. Moi, je pense que la décentralisation n'a pas un réel problème. Elle a un problème, elle connaît des problèmes parce que au niveau central, tout est confisqué. Rien n'a bougé. Les lois sont en train de s'entremêler. Je répète clairement, oui. Il est question de construire un système judiciaire capable d'arbitrer. Jean-Baptiste, et même en 5 secondes, oui. Si tu me le permets. Oui. Et puis, il a été démontré que certains investisseurs directs étrangers qui veulent mettre un peu de fond dans les questions de décentralisation au niveau du Cameroun s'interrogent toujours sur comment autant d'institutions peuvent être greffées, par exemple, dans la gestion de certains projets locaux. Vous prenez, par exemple, vous avez un maire de ville qui est là avec tout ce que ça crée comme cacophonie avec les maires d'arrondissement. Vous avez, par exemple, un Mindeville qui est là. Voilà. Comment on gère ça avec le maire de ville, avec les maires d'arrondissement. Et vous avez le ministère de l'habitat, et du urbanisme et autres qui plombent toutes ces choses qui plombent les... À un moment, les investisseurs directs étrangers plantent et disent pour les projets locaux, on ne peut pas fonctionner avec autant d'institutions qui créent un peu ce que l'on appelle un vide local. C'est pour cela que nous insistons de retrancher certaines institutions, de les retrancher, donc de carrément les déraciner et de permettre qu'il y ait une fluidité.
qui est une fluidité. On a l'impression que ça coince. Non seulement ça coince, ça s'entrechoque entre les institutions. Et quand on parle des institutions, on parle des hommes aussi qui les incarnent. D'où les rivalités et la gestion gouvernementale n'est pas fluide. Merci. C'est-à-dire, les ministres, il n'y a pas... Merci. Alors, on prend une ou deux réactions. Monsieur Esomara prend la parole. Monsieur Bikoro, les mutations politiques que vous venez de décrire depuis les années 1960 ne justifient-elles pas les socles de la citoyenneté que nous vivons aujourd'hui au Cameroun sous le président Biya? Le patriarche a déjà évoqué cela sur ce plateau. Bonsoir à toutes et à tous, ainsi qu'aux chers téléspectateurs d'Info TV. En ce qui concerne ce thème, Paul Biya ne va rien changer ni réformer, à part les A et les I qui en manquent. Sinon, on n'entend rien de lui comme changement, je vous assure. Merci, c'est depuis qu'il est... Alors, Timothée Somba, c'est vrai, le téléspectateur peut le dire ainsi, beaucoup... justement s'interroge sur la capacité même de l'acteur principal à pouvoir faire bouger le mastodonte étatique, puisque ce sont des systèmes, ce sont des hommes, ce sont un ensemble de réformes parfois difficiles qu'il faut faire avec un logiciel qui a été reconnu sur ce plateau, qui date depuis 60 ans. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, en 7 ans, de faire bouger quelque chose qu'on n'a pas pu bouger en pratiquement 43 ans? Non, c'est possible. Il faut faire bouger. Et il faut dire aux téléspectateurs que nous ne sommes pas ici en donneur de leçons. Nous faisons un diagnostic des goulots d'étranglement pour interpeller à une amélioration. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes plus intelligents que la masse. Non, ce n'est pas le cas. Voyez-vous, l'architecture gouvernementale impacte sur la gestion d'un État. Oui. Si je parle rien que le pan de l'éducation, vous avez un ministère de l'éducation de base qui n'a aucune connexion avec le ministère de l'enseignement secondaire, qui lui n'a aucune connexion avec le ministère de l'enseignement supérieur et qui lui-même est séparé du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. La formation et l'emploi. Séparé de la formation et de l'emploi. Comment on agrège tout ça? Ça fait 5 ministères qui s'occupent de la formation de l'esprit. Et du citoyen. Et du citoyen. Tout ceci pouvait être... Et vous avez le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. À côté, vous avez le ministère des sports et de l'éducation physique. Ça fait 7 ministères rien que pour l'éducation. Et de la jeunesse. Vous voyez que c'est beaucoup. C'est trop complexe. Vous avez le ministère de la promotion de la femme et de la famille, mais vous avez encore le ministère des affaires sociales. Alors, avec toute cette batterie, elle ne répond pas à... justement à ce que le patriarche nous expliquait qu'il faut ménager les équilibres. Tout le monde doit se sentir concerné. On est donc obligé de ménager les équilibres au sommet parce qu'on ne veut pas libérer la décentralisation. C'est tout le problème. Parce que si on accentue la décentralisation, c'est dans les mairies ou bien les conseils régionaux qui aura les divisions des affaires sociales, division des sports, division de ceci. Ça fait qu'on a un petit nombre de ministères qui en réalité, c'est quoi? C'est des ministères de mission et non plus des ministères de moyens. La Constitution, article 10 alinéa 2, dit que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs. Elle fait une énumération au Premier ministre, à tout autre fonctionnaire relevant de l'administration publique. Pourquoi, au lieu de déléguer ses pouvoirs, de donner la délégation de signature au Premier ministre, on choisit de la donner au SGPR? Et ça dit qu'on ne fait pas confiance au Premier ministre. Si on ne lui fait pas confiance, pourquoi on l'a nommé? Toute autre personnalité. Non. Le fait que la Constitution est commencée par Premier ministre, c'est la prééminence. Il a la prééminence. Institutionnelle. On a vu des nominations retoquées par le Premier ministre dans certains ministères, mais le texte est resté en vigueur. Or, c'est le Premier ministre qui est le patron de l'administration. Article 12. C'est lui qui gère l'administration. C'est lui le patron des ministres. Mais on voit les choses qui se passent. Et tout ceci, ce sont des éléments qui freinent le développement. Vous parlez des régions, on parle des territoires. Les territoires ne peuvent jamais se valoir. Même aux États-Unis, même en France. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le mécanisme que l'on appelle la péréquation. Donc, l'arbitre qui est au sommet, connaissant qu'il y a des territoires économiquement plus fragiles que d'autres,
va donc se charger de collecter peut-être un impôt qui va permettre à ceux qui sont devant de tirer les autres vers le haut. Mais on a échoué au niveau de la décentralisation. J'ai même commis un article dessus. Sur les 360 maires que regorge le Cameroun, même pas 5 ont été consultés lorsqu'on concevait le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire quoi? C'est un texte qui a été conçu au sommet alors qu'il doit s'appliquer à la base. C'est la raison pour laquelle on a une décentralisation fortement jacobine, en laquelle la base ne se reconnaît pas. Merci. Et je peux faire la révélation exclusive, c'est que le code sera réformé bientôt. Parce qu'ils ont compris que le code est inopérant, la réforme a été engagée. Merci. On va dire bonsoir. Je suis maire et je suis surpris. Maire d'où vous appelez comment? C'est important qu'on sache à qui on s'adresse. Je suis maire et je suis surpris que le ministre de la décentralisation donne des instructions aux maires élus. Et nous avons l'impression que ce ministre est le patron des maires en lieu et place de la population. Bonsoir mes chers. Content de vous suivre depuis Tokombéré. Pour ma part, le président Biya ne connaît pas les gens qui sont nés dans les années 70 et 80. Donc, nous n'attendons pas grand-chose de lui. Bonsoir à vous. Moi, j'aimerais savoir si le président de la République est encore au contrôle de ce gouvernement, puisqu'il y a des incohérences. Je préfère m'arrêter là. Merci à vous. Bonsoir à vous en studio. Alors, il va nous rester à peine 2 minutes, le temps de dire le mot de la fin en 30 secondes à tous et toutes qui sont là. Tous, je commence par vous, doyen Bikoro, en 30 secondes. Vous avez annoncé qu'il y aura quelque chose qui se prépare dans les 3-4 prochains jours. En 30 secondes, puisque le temps est quasiment achevé. Nous parlions de choses sérieuses. Oui. Je voudrais simplement attirer l'attention du président de la République qu'il y a une crise sécuritaire au nord et au sud-ouest et que chaque jour, au niveau de Anflo, là où il y a les 2 ponts, à Douala, capitale économique, j'ai compté une semaine là 425 camions bien remplis. Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer la zone sécuritaire de notre frontière avec le Nigeria, qui est le premier partenaire économique. Donc il faut accentuer la sécurité, il faut surtout accentuer la lutte contre la corruption, dont on faisait allusion tout à l'heure, des gens qui font venir des trucs dans les frontières et viennent noyer les volontés des Camerounais de vouloir... Merci. Julien Nguéné, 30 secondes, il faut éviter de rester dans la décentralisation centralisée. Tant qu'on est dans la décentralisation centralisée, ça grippe les projets locaux. Le Cameroun se fera ou ne se fera pas avec les territoires. Merci. Jean-Dieu Vouna, vous avez 30 secondes. Nous croyons en ce discours et nous croyons que la réforme est possible. Et nous demandons tout simplement au chef de l'État de ne pas aller avec des mains molles, d'aller avec une main ferme pour qu'il laisse un héritage qui sera pérennisé. Merci. Timothée Somba, 30 secondes. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Pour reprendre la formule chère à François Mitterrand qui disait « La France, pour se construire, a eu besoin de la centralisation. La France, pour ne pas se déconstruire, a besoin de la décentralisation. » C'est sans la décentralisation, on ne va pas s'en sortir. Et ceci ricoche sur les questions d'intégrité nationale. Parce qu'on a décidé... 30 secondes sont achevées, Timothée. On a décidé de confondre maladroitement l'intégrité nationale au mélange national. Et les montées de tribalisme, justement, sont le fait que les gens ne se retrouvent plus. Ils savent qu'ils sont chez eux, mais ils ont l'impression qu'ils ne sont plus chez eux. Merci Timothée et Somba. On a donc épilogué sur les réformes qui ont été annoncées par le chef de l'État. On va faire attention à ce qu'a dit le doyen. On va rester attentif au prochain 17h dans la semaine. On ne sait pas par où justement ça viendra. Mais doyen, on ne va pas vous lâcher. On sera avec vous pour justement avoir le meilleur de l'information pour ce qui concerne le Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je vais vous dire bonsoir. Et merci d'avoir réagi abondamment sur nos différentes plateformes. Preuve, cela en fallait encore une, que Info TV, nous sommes véritablement les leaders. Bien le bonsoir. Isizo saba
Lula,